Merci mingi pour la fidélité na bino na programme canal numérique et télévision bisika inso bozali ko capter biso auto Kinshasa pe mokili mobimba via toutes les plateformes numériques boye malamu na nouveau numéro ya Tribune Libre. C'est vrai que boyebi to kolobela makambu yoko ezali koleka awa na Congo démocratique avec miso inso o ezali kotalela o ezali koleka awa ko bandela nanu na crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi bisika kani rencontre yoka concertation ya ba force vive ya parti présidentiel et salamaki mercredi 24 juillet pour une solution idoine et sika kani le secrétaire général honoraire Alexis Mutanda Ngoimwana azwa kamaloba to koyoka ye na oyo alobaka na bokutani ena njokande intersyndical national ya administration publique INAP ezali ko projeter assemblée générale na bandila poso yo tozali ko banda na mikolo oyo ezali koya assemblée générale po ete bako ko restituer na base oyo ezali ko salama déjà na bokutani entre gouvernement na banque syndicale sur la récupération du pouvoir d'achat ndenge ba exiger ki angwete ba futa bango $200 na paye ya juillet oyo pambate bakokaki ko projeter assemblée générale ya prise de décision kuna na palais de la nation tokoyoka président ya INAP Fidel Kiangi Matangila simana ye nde tokoya kobaluka na ngambu ya coordonnateur ya réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice Emmanuel Kabengele ye alobele ki relèvement ya coordonnateur ya programme, il y a démobilisation, désarmement, relèvement communautaire, un peu stabilisation, Jean Bosco Baala, ce qui est kokaki, kozala na impact sur ko continuer, il y a makambuna programme et aussi trêve oyo ba prolonger et pas ya États-Unis alors que zali d'application te na terrain par les groupes armés. Kimia, un peu boboto. O mabota mabino to bandana na likambo ya crise na UDPS Tshisekedi tolobaki ete bokutani yoko et salamaki ya ba force vive ya parti présidentiel mercredi na commune à Kalamu pour une solution zidouane bisika kani secrétaire général honoraire Alexis Mutanda Ngoimwana azwa kamaloba tomoyoka. Le secrétaire général honoraire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Alexis Mutanda Ngoimwana, a pris part à une rencontre de concertation organisée dans la commune de Kalamu par les forces vives du parti en vue de trouver une solution idoine à la crise qui secoue ce parti. Visiblement excités, les combattants ne jurent que par la réorganisation du parti dont l'image de marque est plus que jamais ternie. Plusieurs propositions ont été faites par les uns et les autres qui trouvent la seule solution pour sortir de l'impasse actuelle et l'implication personnelle de Félix Tshisekedi, fils maison sorti de la maternité de l'UDPS. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est l'unique personne qui aujourd'hui, s'il dit un mot, cette crise qui est au sein de l'UDPS va prendre fin. Comment? Je vous donne un petit exemple. À l'époque de Jean Makabunda comme secrétaire général, quand il a dévié, il a été vomi par une frange des membres de l'UDPS. Et quand le président de la République a décidé que non, pour l'intérêt supérieur du parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il va falloir que Jean Makabunda quitte. Il est parti. Et il est de même aujourd'hui. Tout ce qui dit, est-ce que Kabouya est sain et mauvais? Non. Il a des qualités, hein? Il a des faiblesses. Et qu'aujourd'hui, là, tous les anciens membres de l'UDPS qui ont combattu là, ils sont aujourd'hui négligés, relégués dans les oubliettes. Est-ce qu'ils n'ont plus rien à apporter pour les partis? Je peux citer le cas de notre papa Alexis Mutanda, même Raphaël Kapambouissi. D'autres intervenants rejettent l'idée selon laquelle Augustin Kabouya n'a pas qualité de convoquer un congrès.
L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS n'est plus dans l'opposition, d'où certains textes la régissant sont devenus obsolètes et par conséquent ils doivent être mis à jour. Nous retournons ce pouvoir à notre combattant fervent et victorieux du mal, Ralph Kapambu Katukonki. Il a le devoir, il a le privilège de rencontrer le président national et lui donner le rapport de plusieurs rencontres que nous nous sommes retrouvés et que le combattant de l'UDPS éplore aujourd'hui. Très préoccupés par les désordres imputés à Kabouya, plusieurs congressistes sont d'avis que l'UDPS Tshisekedi n'existe pas. Leur parti s'appelle UDPS, raison pour laquelle l'équipe de l'exécutif actuel doit tomber, propose-t-il. Terrassant l'historique de l'UDPS et du souci des pères fondateurs, Alexis Mutanda Ngoyi Mwana a laissé entendre que le peuple congolais attend beaucoup du parti UDPS qui a toujours milité pour les progrès sociaux des Congolais. Par le temps qui court, étant donné que nous traversons une crise, surtout la crise de sécurité, parce que nos voisins et presque tous les pays qui envient nos richesses viennent pour nous faire la guerre, viennent pour nous imposer leur point de vue. Il faut que les Congolais se mettent debout pour qu'ils puissent jeter dehors tous ces envieux et tout cela. Et pour le faire, il faut que l'union et la solidarité du peuple congolais et du parti, et que surtout nos autorités, étant donné que nous avons un fils de l'UDPS à la tête du pays, nous avons tout l'intérêt à réorganiser notre parti, à le renforcer pour que ce parti puisse lui servir de béquille pour réaliser le programme. ezalaki élément rendu par Bibish Ngavele et puis esalamaki epai ya Daniel Tshisungu tolobisaki bino ete intersyndicat national ya administration publique KINAP ezali koprojete assemblée générale ya restitution na ebandela poso oyo ezali koya mpona koyebisa base niveau ya masolo bazali kosala na gouvernement sur récupération ya pouvoir d'achat Pambate, le 11 juillet dernier, la salle qui assemblée générale na salle paroissiale Notre-Dame de Fatima na Gombe, kosengete gouvernement Judith Sumino Tuluka et kofuta bango $200 na paye ya juillet 2024. Awa sikoyo babengi bango na masolo, balingi base et koka koyebisa bango oyo esengeli esalama. Tolanda président Fidel Kiyangi Matangila Mokambi wa INAP azali koloba na ndinga français. L'administration publique, 15 jours après l'Assemblée générale de Fatima, la paix est en cours. Combien avez-vous touché? Combien les membres de votre comité ont touché par rapport à la barre que vous aviez levée plus haut pour que le gouvernement puisse vous payer des $100 à la pays de Maurice? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous avons touché notre salaire comme d'habitude, qui n'a pas bougé. Donc, sans récupération du pouvoir d'achat, et même pas des $100, mais au moins, une commission a été mise en place pour commencer à examiner la problématique de la récupération du pouvoir d'achat et la problématique de la politique salariale. La commission est en cours. C'est à la fin de cette commission, quand les résolutions seront prises et que le gouvernement va appliquer ou ne pas appliquer, que nous allons dire ce que nous devrions dire, que nous prendrons position, que nous nous rendrons devant les agents. Mais au moins, c'est ce qui est intéressant. Le gouvernement a entendu la voix de l'INAP et nous a approchés pour dire que de se faire des menaces, retrouvons-nous pour qu'on puisse
finalement savoir avec la récupération qu'est-ce que l'huissier doit avoir et après on va appliquer. Voilà ce que nous pouvons dire. On avait pensé en son temps, raison pour laquelle nous vous avions posé la question de savoir, à l'approche de cette date-là de l'Assemblée générale de prise de décision, si le gouvernement parvenait à vous inviter à une rencontre pour réfléchir, que ferez-vous par la suite au cas où on vous réservait les salaires déjà programmés. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas l'Assemblée générale à la place. L'esplanade du Palais de la Nation. Non, pas pour l'instant. Nous attendons que la commission termine les réflexions et après, ça sera l'application. Si ce n'est pas d'application, à ce moment-là, nous irons à la place, à l'esplanade du Palais de la Nation. Le chef de l'État, il est président de tous les Congolais. C'est lui le premier fonctionnaire de ce pays. Il doit savoir ce que les autres touchent. Et maintenant qu'il a demandé qu'on puisse y réfléchir, nous réfléchissons d'abord et après nous irons les saluer. Il n'y a pas de problème. Vous aviez signé ce protocole d'accord avec le gouvernement de la République. Vous vous approchez au dernier de 2018 qui a prévu $200 aussi, c'est-à-dire que les 6 restants ne pèsent plus sur vous? Non, nous avons signé autant de protocoles d'accord avec le gouvernement depuis 2015. Il y a certaines questions qui sont dans ces protocoles d'accord qui ont déjà commencé à avoir des réponses. Dans les protocoles d'accord, nous parlions des réformes de la fonction publique, notamment la mise à la retraite, la titularisation des agents et la mise en place de la caisse de sécurité sociale et puis les avancements en grade. Vous savez, c'est tout cela que disaient tous les protocoles d'accord. Et enfin, l'amélioration du salaire du fonctionnaire. Vous savez que nous avons maintenant une caisse de retraite. Là, nous avons fait basculer la retraite qui était octroyée à la retraite contributive. Et il y a eu la mise à la retraite a déjà commencé. Nous sommes à plus de, je ne sais pas aujourd'hui, à 15 000 ou 20 000 de retraités. Nous ne comptons plus les nonagénaires, les centenaires, les octogénaires dans l'administration. Ça veut dire que nous avons, les accords sont appliqués, mais l'accord qui n'est pas encore appliqué jusqu'à aujourd'hui, c'est l'accord sur la rémunération, sur les salaires. La mise à la retraite, les mécontents, quand ils vous entendent évoquer cela, ils ne se retrouvent pas. Les mécontents, ça veut dire qui? Tel que votre frère de base, il ne se retrouve pas comment? Il dit toujours ne pas d'avoir touché ces indemnités. Oui, ça, ce sont des cas exceptionnels qu'on doit suivre. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer les cas de ceux qui ont été mis à la retraite, mais qui ne sont pas payés pour que nous puissions approcher le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Il sera payé. Ça n'a rien à faire. C'est pas moi qui peux ne pas vouloir que Tamoundele puisse toucher ses indemnités de fin de carrière. C'est pas moi, en tout cas, non. Non pas parce qu'il est mon grand frère, non pas parce qu'il est syndicaliste, mais parce qu'il est fonctionnaire. Moi, j'ai mission de défendre tous les agents et fonctionnaires de l'État. Tous les droits des agents et fonctionnaires de l'État. Ce que vous aviez suivi après l'Assemblée générale du 11 à Fatima, s'étonner de voir que vous aviez levé la barre très haut. C'est ça, c'est jouer les jeux de l'ennemi. Non. Bon, je sais que tout le monde n'est pas syndicaliste. Nous avons demandé l'application de la récupération du pouvoir d'achat. C'est le fait par le gouvernement de n'avoir pas payé ça que nous avons placé la barre à $200. C'est tout. Mais le reste, c'est un non-syndicaliste qui ne va pas comprendre. D'ailleurs, nous allons rentrer à Fatima, je pense, mardi, pour que je fasse rapport de ce qui s'est passé depuis la première assemblée jusqu'à ce jour. Parce que les délégués syndicaux doivent être informés suffisamment pour qu'ils vont me demander mais où est-ce que nous en sommes. Je ne peux pas rester muet. Je dois rentrer à Fatima pour leur faire rapport. Vous rentrez à Fatima alors que vous êtes pour parler avec le gouvernement sur la... Oui, mais je dois informer les délégués syndicaux qui vont me demander qu'est-ce qui se passe. On a payé le même salaire, nous n'avons pas eu $200. Pourquoi l'Assemblée n'est pas convoquée? Je dois répondre, je dois leur dire pourquoi nous ne convoquons pas l'Assemblée. C'est ça, c'est ça
le syndicalisme. Informer. Si vous n'informez pas, l'informel va prendre le dessus sur le formel et c'est fini. Vous pouvez créer une crise. Et là, vous ne serez plus 60 syndicats. Qu'y a-t-il avec DCF et FOSIFIN au sein de l'INAP? DCF et FOSIFIN, ça c'est un conglomérat des aventuriers, des non-syndicalistes, des gens qui se disent syndicalistes parce qu'ils savent lire et écrire et qu'ils peuvent parler à une langue qui ressemble au français. C'est ça le problème. Il n'a pas été... je ne peux pas parler de DCF et de FOSIFIN et DCF. Non, pourquoi? Parce que les animateurs de ces syndicats ont démontré qu'ils ont des limites sur le plan syndical. C'est normal. Les limites, tout le monde peut en avoir. Moi, j'ai des limites sur le plan de la physique. J'ai des limites sur le plan de la mathématique. J'ai des limites sur le plan de l'informatique. Je ne connais pas tout. Mais sur le plan syndical, venez même à minuit, posez-moi n'importe quelle question, parce que je suis d'abord syndicaliste né. Je ne suis pas devenu syndicaliste. Moi, je suis né syndicaliste. Pour ceux qui connaissent mon histoire, ils vous diront que je suis né syndicaliste depuis mon village jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait le même travail. Défendre les faibles. Défendre les sans-voix. Mais les amis ont démontré qu'ils ont des limites sur le plan syndical. Et ils n'ont plus voulu être membres de l'INAP. Ils se sont auto-exclus. Et nous leur disons, nous les applaudissons d'avoir quitté l'INAP. Ils ont été utilisés par des éléments extérieurs ou c'est un problème interne? Ça, c'est à eux. À l'interne, à l'INAP, nous n'avons aucun problème. Personne ne peut comprendre qu'un syndicaliste, là où on demande l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, lui vient demander les élections. Personne ne peut s'imaginer, à moins que... Non, ils ont des limites. Bon, les limites, tout le monde peut en avoir. Les amis, comment vous pouvez aller dire à un employeur, qui est le gouvernement, que l'INAP est morte? Même si moi, Kiangi, je quitte la présidence de l'INAP, mais l'INAP demeurera pour autant que l'administration publique va demeurer. Comment vous pouvez, moi, syndicaliste, je vais dire que non, l'intersyndicale nationale de l'administration publique est morte. Mais il faut être, je ne sais qui. Non, je ne veux pas utiliser des mots qui pourront peut-être ne pas aussi être aimés par les uns et les autres, mais je dis que les amis sont des aventuriers. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Comment vous pouvez aller dire à l'employeur à qui on demande de l'amélioration des conditions, des salaires des agents? Vous dites non, l'INAP est morte, l'INAP ne peut plus engager les agents. Désormais, mettez en place un comité. Ce comité de crise aura quelle base légale? Quelle base légale? Et vous allez demander à l'employeur, mettez en place un comité de crise. Donc, que l'employé puisse vous organiser. Non, il est vrai que nous avons été réunifiés par moments, ce sont des erreurs qui arrivent parce que nous sommes divisés et c'est le politique ou l'employeur qui nous a aidés à nous retrouver. Mais ça ne doit pas être une répétition, non. Pour les amis, ils ont quitté l'INAP et même nous avons pris acte de leur auto-exclusion. Nous n'avons chassé personne. Est-ce qu'il y a une voie de sortie pacifique? Une voie de sortie pacifique. Par rapport à cet état de choses, au sein de l'INAP, ce sont des membres qui commencent à hausser le ton pour dire nous avons des avoués tels, parce qu'il faut... Mais la seule voie pacifique qui puisse exister, il va leur appartenir de venir devant les 58 membres de l'INAP restants, présenter les excuses, expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Ils doivent revenir. S'ils reviennent, ici, nous sommes une école de démocratie par excellence. S'ils reviennent, nous allons les accueillir, nous allons savoir qu'est-ce qui s'est passé et s'il faut les pardonner, on va les pardonner et ils vont reprendre le chemin avec nous. Mais pour l'instant, nous avons écrit au gouvernement que nous avons constaté l'auto-exclusion des amis, c'est tout. Nous n'avons fait que constater. Peut-être que l'option sera levée lors de l'Assemblée générale de restitution à Fatima? S'ils viennent, oui, devant les délégués de toutes les administrations,
Parce que moi, je m'interroge quelle était leur motivation. C'est comme ça que je les qualifie d'un conglomérat des aventuriers qui n'ont pas de place dans le monde syndical. Leur place se trouve dans un autre monde, mais pas. Ils ne peuvent même pas se déclarer syndicalistes. C'est humiliant, c'est honteux. Ce qu'ils ont fait, c'est honteux. Vous dites que l'intersyndical national de l'administration publique n'existe plus. Même si j'ai quitté la tête de l'INAP, mais l'intersyndical va continuer à exister pour autant qu'existera l'administration publique. Ce n'est pas parce que moi je vais quitter l'INAP que l'INAP ne doit plus. Mais maintenant, on va faire quel intersyndical alors? Non, c'est un peu... c'est un peu... je ne sais pas comment qualifier l'acte que les amis ont posé, mais je les qualifie d'un conglomérat des aventuriers et ils ne doivent plus parler syndicat dans leur vie. Ils ne doivent plus parler syndicat, qu'ils parlent autre chose. Les syndicats, ils ne les méritent pas. C'est donc une affaire à suivre. Et dès qu'il y a une innovation, que vous êtes président de l'intersyndical national de l'administration publique. L'ancien prêtre du diocèse de Bukavu et membre de la société civile du Sud Kivu, successeur de Tommy Tambwe, qui a été nommé en octobre 2023 à la coordination nationale du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, l'abbé Jean Bosco Bahala, a été relevé de ses fonctions mardi 23 juillet 2024 sur ordonnance présidentielle au Tangamaka na radio-télévision nationale congolaise RTNC. Mais na mutuna ya koyeba soki relèvement na ye e koykozala na impact na fonctionnement ya programme Oyo. Coordonnateur national, il y a Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, a précisé que le programme est basé sur Batou et puis a pessimakanisinaye sur trêve où ils allaient prolongé par les États-Unis d'Amérique alors qu'ils allaient appliquer sur terrain par les groupes armés. Toyo Kamwanamboka Emmanuel Kabengele, coordonnateur national, il y a Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, Azali Kolobanandinga français. Congolais doit relever. Nous devons affronter ce problème en face. L'État ne doit pas se sentir démissionnaire. Regardez, en dehors, nous avons aujourd'hui près de 750 000 enfants. Ancien prêtre diocèse ya Bukavu, membre de la société civile à Sud Kivu, successeur ya Tommy Tambwe, qui nommé en octobre 2023, la coordination nationale et programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, l'abbé Jean Bosco Bahala a relevé de ses fonctions mardi 23 juillet 2024 sur ordonnance présidentielle au Tangamaki na radio-télévision nationale congolaise. Mais na mutuna ya koyeba soki relèvement na ye na misala et koyeba na impact sur fonctionnement ya programme. Coordonnateur national, il y a Réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice à le qui était programme 1 an et jamais basé sur Batu. Et ça n'a pas structure na Batu oyo bakoki ko continuer ko sala misala même ceux qui coordonnateur azali empêcher na tango moko mulayi. Mais après ce qui peut makanisi na ye sur trêve ezali prolongé par les États-Unis d'Amérique. Attaque sur place et elle est appliquée par les groupes armés. Emmanuel Kabengele, Azali coordonnateur national, il y a un réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, mais Azali Kolobango, Nandinga français. Tomoyok. Faire un fétichisme sur deux personnes, alors qu'une institution doit être forte. Ce programme-là, ce n'était pas simplement un programme parce qu'il y avait un coordonnateur. C'est un programme parce qu'il y a toute une architecture, il y a toute une institution. Lorsque le coordonnateur est empêché, il y a le coordonnateur adjoint, il y a d'autres services. Donc le coordonnateur à lui seul, il peut donner l'impulsion, mais il y a ceux qui font l'intérim quand il n'est pas là. Donc c'est une structure
et je crois que ça n'aura pas vraiment d'influence. La haute hiérarchie a décidé, bon, si elle a décidé, c'est en fonction des informations pratiquement qui lui ont été données. Donc, nous, comme citoyens, ne pouvons que prendre acte, hein, et il faudrait vraiment qu'on quitte en fait un peu cette maladie de penser que les institutions tournent autour des individus. Donc, on doit rendre les institutions fortes pour que, quels que soient les individus qui passent, mais que les institutions continuent beaucoup plus le travail. Donc, c'est un programme. C'est quelqu'un qui est parti, mais il y a des acteurs qui sont là, il y a des intérimaires, il y a également aussi des techniciens, des experts qui font leur travail. Il ne faut pas simplement qu'on puisse un peu créer un tabou ou un mystère autour du départ d'une ou de l'autre personne. Donc on doit, et cela devrait aussi être aussi un signe pour nos institutions. Il ne faut pas que ce soit des institutions attachées à des individus. Donc nous, par exemple, au niveau du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice, nous voulons vraiment des institutions fortes qui ne sont pas attachées à des individus, des institutions qui font le travail même si des individus passent, parce que nous tous comme individus, nous allons passer. Monsieur Le Cordon, quel peut être l'impact de cette trêve nous imposée par les Nations Unies qui n'est même pas respectée par les groupes armés, et surtout que les Nations Unies ne sont pas parties prenantes à ce conflit? Bon, il faut simplement dire que le groupe armé ne pouvait pas respecter cette trêve parce que ce n'est pas une armée régulière. C'est pas une armée régulière, et on comprenait déjà que chaque fois qu'il y avait des trêves, le groupe armé essayait toujours de violer des trêves en criant de la Libye et en distrayant l'opinion, en faisant voir que c'était la partie gouvernementale. Nous, notre souci, c'est qu'au niveau de la partie gouvernementale, qu'on soit sur le qui-vive. On est en trêve, bien sûr, mais qu'on soit déjà dans une position offensive, et qu'on ne soit pas berné par cette trêve. En droit international, la trêve a toujours été sollicitée pour aider à résoudre des problèmes humanitaires importants, parce que vous savez que la guerre crée des dégâts humains, mais il y a également au niveau de santé, il y a également aussi l'évacuation de personnes qui doivent trouver des soins de santé beaucoup plus appropriés. Ça, c'est en droit de l'homme, c'est la trêve est très nécessaire, mais dès lors qu'il y a une partie presque de ceux qui sont hors la loi qui décident de violer la trêve, bon, on comprend déjà que leurs enjeux, c'est pas plus l'humain, leurs enjeux sont autre chose que l'humain, leurs enjeux, c'est peut-être les richesses qui sont dans le sous-sol. Mais le souci pour nous, c'est que l'armée soit sur le qui-vive. Et que ce soit sur le qui-vive, parce que lorsque l'armée est sur le qui-vive, elle ne peut pas être surprise, même si ces gens-là violent la trêve, mais ils violent la trêve, mais ils se rendent compte que ils ont une réponse à la hauteur de leur violation. Donc notre souci, notre exhortation, c'est que l'armée soit sur le qui-vive et que ce semblant de trêve selon ce groupe armé permette également à l'armée de pouvoir se réorganiser et pour pouvoir pratiquement relever les défis en récupérant tous ces territoires déjà occupés par l'ennemi. Que faire concrètement pour combler le couloir laissé par les troupes onusiennes qui sont en train de partir? Non, la recette elle est simple, hein, c'est la montée en puissance de forces armées et la réforme du secteur transformationnel, du secteur de sécurité. Donc si on met du paquet pour la réforme de l'armée, de la police, de la justice, le service de renseignement, parce que vous savez généralement que les renseignements jouent un rôle clé également dans des situations de conflits armés. Donc si on met du paquet en fait un peu pour que cette réforme du secteur de sécurité puisse réellement être effective, eh bien
on sera à l'abri de ce souci-là. Mais au-delà de la réforme du secteur de sécurité, il y a également aussi une autre recette que nous proposons, c'est en fait un peu la construction des infrastructures interprovinciales, parce que vous savez, les routes nationales, deux fois, s'il y a insécurité, deux fois pour certaines routes, c'est parce que l'accessibilité pose problème. Et si on sait bien construire ces routes interprovinciales, ces routes dites nationales, et si le flux de déplacement est facilité, et chaque fois qu'il y a des groupuscules de hors-la-loi qui peuvent se pointer, eh bien l'armée régulière peut facilement se déployer et arriver à éliminer ces groupuscules. Donc, deux fois, c'est l'état des fois de nos infrastructures routières qui est presque l'élite de ce groupe armé. Donc, il y a également un souci pratiquement à ces niveaux-là de pouvoir également au même moment qu'il y a ce processus de réforme, mais au moment viabiliser nos infrastructures routières et je me dis que si toutes nos routes d'intérêt national, si toutes nos routes-là sont asphaltées selon les normes, et là, ça serait beaucoup plus facile pour l'armée régulière de se mouvoir et chaque fois qu'il y a de petits bruits de bottes, de pouvoir arriver à faire face à ces bruits, à mettre hors d'état de nuire tous les éléments nuisibles. Hormis tout ce que vous venez de citer, monsieur le coordonnateur, dites-nous, la réforme du secteur de sécurité peut commencer par quoi? Est-ce par l'extirpation des brebis galeuses ou la formation de nouveaux hommes de troupes? Bon, la réforme, c'est tout un processus. Et dans ce processus-là, il y a des jalons qui sont censés être posés. Et comme déjà pour la réforme de l'armée, il y a déjà la loi de programmation. Donc ça voudrait dire que pour le moment, on ne sait plus dire la réforme doit commencer par quoi, parce qu'il y a déjà une boussole. Et du côté police, c'est juste mettre en œuvre ce qui est déjà prévu, ce qui est planifié dans le cadre de la réforme. Au niveau de la loi de programmation, c'est en fait un peu une loi qui essaie de chiffrer les dépenses liées à la réforme de l'armée. Et dans le cas de ces dépenses, par exemple pour ce qui est de la réforme de l'armée, on vous parle généralement du trinôme FEC, formation, équipement, casernement. Et nous, on ajoute aussi un autre aspect, il faut aussi voir que ce soit un quadrinôme, nous on ajoute aussi les S santé, parce que vous savez, généralement, et ça c'est aussi un souci, c'est un appel aussi à nos autorités. Vous savez que les militaires qui vont au front, il faut aussi un programme spécifique de santé mentale pour pouvoir effectivement gérer leur aspect psychologique. Des fois, vous entendez que des fois, à Goma ou bien un militaire serait pris en état en train de tirer sur tel ou tel autre civil. Mais des fois, lorsque quelqu'un a vécu un certain nombre d'atrocités, donc la santé mentale pose effectivement problème. Il faut un suivi particulier, il faut de psychologues, donc quand quelqu'un rentre de guerre, il faut un suivi davantage et très particulier. Donc nous on s'est dit, au-delà de la formation, au-delà des équipements, au-delà des casernements, qu'on mette aussi un accent sur le côté santé. Et dans le côté santé, qu'il y ait aussi des services psychologiques d'accompagnement, et surtout dans le domaine de santé mentale. Et là, ça pourrait pratiquement bien faire en sorte que le militaire qui a vécu les atrocités, avec le suivi, il puisse se remettre bien en société. Terminons. Que faire concrètement pour couper court à cette guerre qui nous est imposée pour des raisons économiques? En tout cas, vous aimez bien le mot « que faire complètement ». Bon, je comprends, parce qu'il y a le mot « concrètement ». Je vous ai parlé déjà de la réforme du secteur de sécurité. Donc, que faire concrètement, c'est sortir le moyen qu'il faut pour rendre cette réforme effective. Au niveau de l'armée, il y a la loi de programmation militaire. Eh bien, qu'on l'on respecte les décaissements prévus pour que la montée en puissance de forces armées
puisse inquiéter tout ennemi éventuel. Il y a, au niveau de la police, il y a un plan d'action quinquennal de la réforme de la police. Qu'on sorte le moyen pour que la police puisse être... Parce que vous savez, lorsque l'armée libère un territoire, la police doit essayer de pouvoir sécuriser les personnes et les biens lorsque déjà un territoire est libéré, même lorsqu'on est en état déjà de guerre dans une partie du pays. Donc, sincèrement, pour nous, il n'y a pas de recette magique, si ce n'est le moyen que l'on doit mettre pour qu'il y ait l'effectivité de la réforme du secteur de sécurité, réforme de l'armée, réforme de la police, réforme de la justice, réforme également aussi le service de renseignement, parce qu'il faut que nos services puissent effectivement avoir des moyens, comment dirais-je, des moyens modernes d'information. Parce qu'il faut déjà que les services nous permettent déjà de détecter anticipativement tout ce qui peut arriver en termes d'ennui. Publication, il y a résultat examen d'état édition 2024 oye bandaki mercredi 24 juillet en Mbouloyo ezali ko se poursuivre conformément na ndenge inspecteur général ya éducation nationale et nouvelle citoyenneté Odia Musungai alobaki yango ke ekokende palier par palier. Mais na mutuna ya koyeba ce qu'il faut faire pour avoir des enfants bien formés à la place, il y a un phénomène 100%. Jacques Tchimbalanga, coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, Azo Pesa Toli, na gouvernement Judith Sumino Tuluka, était bas investir dans l'éducation préscolaire ou bien bas évaluer les années de la gratuité de l'enseignement de base en vue de mieux faire. Jacques Tchimbalanga, coordonnateur de la CONEPT RDC, azali pe ko réagir na makanisi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à bimisaki na 6e réunion à Conseil des ministres le 19 juillet dernier kolobayete ba lakisi to ba enseignant en Mboka Congo ba banda ko dépendre na ministère de la fonction publique ba bakisela bango lifuti pour et permettre l'amélioration ya conditions soit de travail taux de vie pour redorer le système éducatif congolais. Toyoka Jacques Tchimbalanga, coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, Azeri Koloba, Nandinga français. Assez délocalisés de leur milieu naturel, errant à travers la République, notamment à l'est du pays, et ces enfants n'ont pas accès à l'éducation. Vous savez la conséquence, c'est que, 1, ce sont des proies faciles pour être recrutés par des groupes armés. 2, ce sont des enfants qui sont vulnérables à tout bout de champ. 3, ce sont des enfants qui peuvent devenir des dangers publics même en milieu urbain, tout comme en milieu rural. C'est cet aspect des choses. Il faut donc que l'État voie ça très bien. Propose pas seulement que les étrangers amènent l'argent. L'État congolais, nous en appelons, c'est un appel pressant que nous lançons au ministre des Finances et du Budget en ce qui concerne l'éducation des enfants en situation de crise, au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri, voire au Tanganyika avec la montée du lac, ainsi de suite, qui a détruit des écoles. Vous allez au nord Ubangi, où vous avez des réfugiés qui ont pris date dans notre système éducatif et qui ont également besoin d'éducation. Tout ça, c'est autant de questions. Rappelons-nous une chose, c'est que tous ces problèmes constituent des besoins urgents. Il faut que l'État ait une ligne budgétaire pour répondre aux questions d'urgence. Avoir des stocks, des kits de contingence pour répondre à ces besoins-là. Et donc, de cette manière-là aussi, comme je l'ai dit pour le cas de la digitalisation,
vous allez remarquer que les actions qui sont menées sur terrain le sont de manière non coordonnée. Chacun qui vient, il vient à sa manière. Là aussi, l'État congolais manque encore un document de politique qui puisse coordonner, aider à coordonner. Les partenaires qui viennent nous aider, eh bien, cela ne suffit pas. L'État lui-même, en termes de ressources internes, nous devrions voir qu'au niveau du ministère de l'Éducation, qu'il y a une ligne budgétaire à partir de l'année scolaire 2024-2025, une ligne pour donner des réponses aux questions d'urgence humanitaire en matière d'éducation. Une ligne qui ne devrait pas répondre à la situation normale, comme si nous étions en situation normale. En situation d'urgence, il faut répondre urgemment. C'est-à-dire que ces fonds logés au niveau, soit au niveau du cabinet ministériel, du cabinet des ministres, soit au niveau de la primature, pour répondre aux questions d'urgence en matière d'éducation, devraient notamment pas échapper au contrôle, mais devaient bénéficier, bien entendu, des mesures pour que le décaissement soit allégé, ne répondent pas aux critères normaux pour répondre urgemment. Parce que quand un problème se pose, on ne va pas attendre un projet de 2 à 3 ans. Les enfants sont mis de côté, ou plutôt les écoles sont inondées. Au Tanganyika, à Kalemi, eh bien, la rentrée scolaire, c'est pour bientôt. On doit délocaliser ces écoles-là, leur trouver des espaces, faire des espaces temporels par rapport à cela, pour répondre à ces questions. Ça ne doit pas attendre un projet de Education Cannot Wait, même si c'est de 20 millions, mais il y a une réponse urgente. Il faut des fonds qui soient là de manière urgente pour que ces enfants-là rentrent à l'école d'ici à l'année scolaire prochaine. On doit leur trouver des espaces, bâtir des écoles de manière rapide et faire même des abris temporaires pour pouvoir former les enseignants par rapport à cela, pour pouvoir aller de l'avant. La même manière, au Nord Kivu, au Sud Kivu ou en Ituri, toutes ces questions-là, nous continuons à dire, et c'est un appel pressant, que nous, en tant que coalition, nous lançons au gouvernement qu'il doit alléger les procédures. D'abord, créer un fonds pour l'éducation en situation d'urgence pour répondre urgemment aux besoins qui se posent maintenant. Si nous disons bien des fonds de l'État, des fonds publics, qui doit être en concurrence avec les fonds que nous amènent les partenaires extérieurs. L'État ne devrait pas laisser cette question-là aux seuls partenaires extérieurs. Or, c'est la situation, c'est ce que nous sommes en train d'observer maintenant. Hit et donc, nous appelons la première ministre à comprendre que c'est maintenant, pas demain, que les réponses doivent être données. Et pour que ces réponses soient données aujourd'hui, premièrement, instruire au ministère du Budget de la manière la plus rapide de créer une ligne spéciale pour répondre aux questions d'éducation en situation d'urgence d'ici à l'ouverture des classes en septembre, de sorte que ces fonds-là soient logés soit directement au cabinet du ministre d'État, soit au niveau de la primature, et devraient bénéficier bien entendu des dispositions allégées pour les décaissements de manière à répondre urgemment aux questions qui se posent maintenant. Terminons ayant un niveau très bas. Bien souvent, nous cherchons à répondre aux conséquences. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des conséquences. Si nous voulons que ces enfants soient bien formés, il faut investir à partir de la base. Nous sommes tentés aujourd'hui de conseiller à l'État, 6 années après la mise en œuvre de la gratuité, de procéder à une évaluation indépendante de la cohorte qui sort maintenant, pour savoir quelle est la qualité de ces enfants-là, quelle est la qualité de l'éducation pour ces enfants-là. Procéder à une évaluation indépendante de la cohorte après 6 années de la mise en œuvre de la gratuité. Voyez-vous, depuis 2019, nous sommes en 2024. C'est supposé que les enfants
qui ont bénéficié de la gratuité en entrant à la première année primaire sont aujourd'hui à la sortie, en 6e année primaire, qu'on les évalue. Qu'on évalue la mise en œuvre de la gratuité pour prendre de bonnes décisions en termes de qualité, de formation des enseignants, du contenu de la formation. Deuxièmement, ne nous plaignons pas si nous n'investissons pas dans le préscolaire. La moralité des dirigeants actuels, ce qu'ils font aujourd'hui, dépend de ce que nous avons fait d'eux quand ils étaient au préscolaire. C'est à ce niveau-là. Si l'enfant n'a pas appris que voler n'est pas bon, au préscolaire, à la maternelle, il va voler quand il sera ministre. Si l'enfant n'a pas appris que pour résoudre un problème, je ne dois pas nécessairement recourir à la violence, lorsqu'il devient grand, la seule manière pour lui de résoudre le problème, c'est de prendre les armes. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui des gens qui prennent des armes de manière inopinée, comme ça, et pouf, ils prennent. Nous devons travailler déjà au niveau du préscolaire, investir dans le préscolaire, développer des mécanismes pour mettre en place un système costaud de préscolarisation. Et là encore, notre pays pêche sur une chose, nous manquons encore un document de politique, une stratégie de préscolarisation pour l'éducation préscolaire, une stratégie pour l'éducation de la petite enfance. Vous voyez, le tout commence par là. Quand on veut planifier, on veut aller loin. C'est vrai que ya kokondolezalaki nano metango nde kaboli biso na kombo ya Daniel Chisungu, Richard Ndambu, Firandongala, Padu Bombusa, Jeff Azam, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yabozeli ko tambola na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokutani mbala simu.